Mesdames et messieurs, bonsoir. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est plus. Il est décédé ce mercredi, 6 jours après son retour d'un séjour qui aura duré exactement 2 mois en France. Il aura vécu. L'histoire est un témoignage et ce témoignage, hommage ce soir, sur l'illustre disparu sera porté par 5 personnalités pour avoir partagé une tranche de vie avec Amadou Gon Coulibaly. Je reçois sur ce plateau donc le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Le deuxième invité, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Sur ce plateau également, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Également le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Mamadou Touré. Bonsoir. Bonsoir. Pour finir, le directeur exécutif du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Adama Bictogo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Exactement jeudi dernier, il a eu des paroles fortes, des paroles d'affection dès sa descente d'avion. Écoutons Amadou Gon Coulibaly parler avec son cœur. Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du Président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Madame le ministre Kandia Camara, on vient de voir s'exprimer le Premier ministre avec beaucoup d'émotion. Comment avez-vous appris le décès de votre patron? Il faut dire que, comme vous avez pu le constater, hier, il y a eu le Conseil des ministres et qui s'est très bien passé. Et donc, après le Conseil avec les collègues, comme d'habitude, nous avons beaucoup chahuté, nous avons échangé. Et ensuite, je me suis mise au travail. J'avais des audiences, j'avais des séances de travail. Et quand, à un moment donné, un collègue m'appela pour me demander si j'avais des nouvelles du Premier ministre. J'ai dit, mais bien sûr, il vient de terminer le conseil et il m'a dit, ah bon, tu es sûr qu'il va bien? J'ai dit, ben oui. Il me dit, bon, ben, il faut vérifier. Ah là, j'ai paniqué un peu. Et puis, donc, je me suis retenue parce que j'étais en audience et j'ai commencé à appeler les uns et les autres personnes ne décrochaient jusqu'à ce que j'ai eu le directeur de cabinet du président de la République qui m'a dit, ah, le Premier ministre, effectivement, va mal, très mal. C'est très grave. Et j'ai compris. Parce que, bon, il s'est mis à pleurer. Donc j'ai compris tout de suite et puis voilà. C'est comme ça que j'ai appris. C'était la triste nouvelle. Ah, c'était, vous savez, c'était un coup de massue. Aussitôt, je suis sortie de mon bureau en trombe alors qu'il y a des gens qui m'attendaient puisque j'avais encore d'autres séances de travail. Et puis, j'ai sauté dans la voiture, je suis allée directement chez le président. Parce que la première personne à laquelle j'ai pensé, c'était le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Son père, son frère, son mentor. Voilà. D'accord. Voilà. Monsieur Adjoumani, comment vous avez vécu personnellement cet après-midi de mercredi? Vous savez, face au deuil qui nous frappe, la parole, pour moi, est lourde. Hier, nous étions en conseil avec le Premier ministre qui a présenté tous les dossiers du conseil, mais avec une certaine aisance. Nous étions tellement heureux et fiers de retrouver notre Premier ministre.
Mais aux environs de 17 heures, alors que j'étais à mon bureau, un ami m'appelle et qui me dit, Monsieur le ministre Aguimani, le ciel est tombé sur notre tête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Le Premier ministre vient de mourir. C'est un drame pour nous. En tout cas, pour moi, ce n'était pas vrai. J'ai commencé à appeler les uns les autres. Et au fur et à mesure, les nouvelles que j'apprenais n'étaient pas bonnes. Je venais de me rendre compte qu'effectivement, le Premier ministre nous a quittés. Et en ce moment précis, qu'est-ce qu'on ressent? J'étais plongé dans un désarroi total. Je ne sentais plus mon corps, tellement mon cœur saignait. Bon, j'avais des collaborateurs dans le bureau qui m'ont apaisé. Nous sommes rentrés dans le véhicule et quand je suis arrivé à la maison, je ne pouvais plus tenir. Je ne pouvais pas tenir et je ne vais pas dire la suite parce que c'était terrible. Merci pour ce témoignage. Madame Raymonde Goudou Kofi, à quel moment et dans quelles conditions avez-vous appris la nouvelle vous est parvenue sur le décès du Premier ministre? Bon, nous avons eu en visioconférence aussi bien le conseil de gouvernement, le premier conseil de gouvernement de son retour, qui s'est extrêmement bien passé. Il a eu des mots pour chacun et tout le monde lui a souhaité la bienvenue dans sa langue locale. Pour certains, c'était Akwaba, pour d'autres, c'était Fotamana, pour d'autres, c'était Idansé, mais une ambiance bon enfant. Et à tout ça, il a répondu, comme d'habitude, avec son sourire. Et donc, le Conseil des ministres également, nous l'avons entamé de la même façon, mais avec des mots gentils du président de la République à son endroit. Et je veux me rappeler maintenant, lorsque le président lui disait « Ah, mais Amadou, on m'a dit que tu descendais 3 étages matin et soir. Hein, vraiment, c'est que... Hein, oui, il est en forme, quoi. » Voilà. Et j'avais, après le conseil des ministres en visioconférence pour nous, nous avions quand même le conseil en panorama. Et nous avons suivi le conseil normalement. Et j'avais une audience justement pour préparer les obsèques d'Ala Thérèse. Et je recevais donc la famille du village d'Ala Thérèse lorsque un de nos collègues, un de nos jeunes frères, qui m'appelle, et je venais juste de terminer, et qui me dit dans la langue, « Tu es où ?» Je lui dis, « Je suis au cabinet. » Il me dit, « S'il y a des gens autour de toi, libère-les. » Je dis, « Ah, mais je t'appelle tout à l'heure, le temps de libérer les gens. » Il dit, « Non, 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 libère-les, ce que j'ai à te dire est urgent. » Je dis, « Bon, d'accord. » Je libère ceux qui étaient venus me voir. Et il y avait même des membres de mon cabinet. Et ensuite, il me dit toujours dans la langue que notre chef vient de nous quitter. Je dis, mais quel chef? Et il me dit, le Premier ministre. Donc je lui ai répondu aussi en baoulé qu'on n'a qu'à arrêter ça. Et il me dit, je te dis la vérité. Parce que vous n'y croyez pas. Non, sur place. Écoutez, on venait juste de finir le conseil avec chacun. Bon appétit à chacun, bon appétit, bon appétit. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un pouvait imaginer un seul instant que c'était fini. Parce qu'on vous dit bien que c'est fini. On ne vous dit pas, il a eu un malaise et il est à l'hôpital. On ne vous dit pas ça. On vous dit, c'est fini. Alors vous imaginez quand on vous annonce ça comme ça. J'étais effondrée et j'ai appelé une de nos collègues parce que j'ai appelé Candia qui ne décrochait pas. J'ai appelé une autre de nos sœurs qui pleurait également au téléphone. Et je lui dis, écoute, j'arrive. Et je suis arrivée chez elle parce qu'on n'habite pas très loin. Et toutes les deux, on a passé notre temps à pleurer, à prier. Moi, je vous assure que j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'on lui a fait. Et pourtant, je suis croyante.
Mais j'étais amenée à lui dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi ça? Et pourquoi lui? Voilà la question qui me revenait en permanence. Mais je pense que je ne suis pas la seule à avoir demandé au Seigneur pourquoi. Et le Seigneur est le seul à avoir des réponses à ces interrogations. Les voies du Seigneur, c'est insondable. Lui seul nous donnera, lui seul nous apportera le soulagement. Monsieur À lui et à sa Touré, famille. comment on vit un après-midi de mercredi aussi fatidique? La déchirure, l'incompréhension. Il y a des évidences qui sont difficiles à accepter. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, on a du mal à accepter. Se réveiller même ce matin en espérant qu'on vous dise que la nouvelle de la veille était un rêve. Parce qu'Amadou Gon Coulibaly, ça a été dit par mes collègues, nous l'avons vu en conseil. Vous avez certainement vu les vidéos de son arrivée en conseil. Amadou Gon rayonnait. Amadou Gon, en conseil de gouvernement, ça a été dit, il y a eu un mot pour chacun d'entre nous. Il avait avec chacun d'entre nous une histoire particulière. Personnellement, après le président Ouattara, Amadou Gon est un modèle, est un mentor, c'est le grand frère, mais c'est aussi un peu le père, qui savait porter ses collaborateurs, qui savait protéger ses collaborateurs, qui m'a appris à travailler. Et qui m'a appris aussi à comprendre ce que c'est que l'intérêt de l'État en toutes circonstances. Et ça, c'est des choses qui tiennent lui-même du président de la République, puisque on ne peut pas dissocier, impossible de dissocier Amadou Gon Coulibaly d'Alassane Ouattara. On reviendra sur ses qualités. Le ministre Adama Bictogo, vous êtes directeur exécutif du RHDP. Est-ce que vous avez vu le Premier ministre hier? Moi, je ne l'ai pas vu hier, mais comme tous les autres, je suis dévasté. La mort d'Amadou Gon, c'est comme pour moi 30 ans de vie qui s'effacent. J'ai parlé, Amadou et moi, on se parle 10 fois par jour, au réveil et au coucher. C'est-à-dire on se parle autant de fois qu'il faut. Donc le mardi, après son conseil de gouvernement déjà, à 13h, il m'appelle comme d'habitude, Big. Je viens de tenir le conseil, mais ça s'est très bien passé. Bon, écoute, ça y est là, je suis prêt. Bon, tu organises. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? Tu organises une réunion, il faut que je parle. Je m'adresse à la direction exécutive, au directoire. Bon. Et puis, ça y est, là, on est prêt. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour le parrainage. Donc, il était déjà en train de définir la feuille de route. Je dis, écoute, ce serait l'occasion de féliciter tous les coordonnateurs régionaux après le beau travail qu'ils ont fait pendant la révision électorale. Il me dit, bon, je vois le président à 19h et on fait le point ce soir. Nous étions mardi. Nous étions mardi. Et d'ailleurs, mardi, j'ai une rencontre avec tous les coordonnateurs régionaux. Pour la première fois en une année et demie, où je fais un discours solennel. Mais je vais vous dire, à sa demande, il me dit, va faire un discours pour traduire ma reconnaissance à tous mes frères. Mais je veux que cette fois, tu écrives et que tu lises. Et je le leur ai dit d'ailleurs. Il ne vous l'avait jamais demandé auparavant? Non. Et d'ailleurs, le mardi, je leur ai dit, il m'a demandé d'écrire et de vous lire. Le mardi soir, il me dit, écoute, demain après le conseil, ça y est, jeudi on reprend. Mercredi matin, avant le conseil, à 8h41, il m'appelle. Il me dit, bon, je passe chez maman, je vais au conseil, et puis on se voit. Mais toi, tu es tellement exposé à tous tes milliers de militants que tu vois là, va faire ton test Covid avant qu'on reprenne les travaux. Et puis on a rigolé. Je dis,
Mr. President, je vais faire mon test. Effectivement, je suis allé le faire et je l'ai dit aux autres. Mercredi, aux alentours de 13 h, j'ai un coup de fil. Celui qui m'appelle commence à pleurer. Il ne me dit même pas, il commence à pleurer. 13 h 15, la personne rappelle. Il me dit, ton grand frère s'en est allé. J'ai le plus grand cri de ma vie. Tout le quartier est sorti. C'est-à-dire, mes tripes, j'aurais pu peut-être mourir de ce cri-là, parce que je pouvais m'attendre à tout, sauf à une telle nouvelle. Parce que Amadou, depuis 30 ans, c'est le complice, c'est le compagnon, c'est mon grand frère, c'est le conseiller, c'est le gage. Et avec Kandia. Malheureusement, donc hier, les 10 coups de fil n'ont pas eu lieu. C'était un écroulement. C'est même dur à l'instant T où nous parlons de parler d'Amadou Gon au passé. On est encore plus que dévastés. D'accord. Il a participé à sa dernière réunion de Conseil des ministres ce mercredi. L'accueil au palais présidentiel était chaleureux. En 53 secondes, Viviane Aimé nous livre ces quelques derniers instants du disparu. Premier Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly après ses 2 mois d'hospitalisation passés en France. C'est sous les applaudissements qu'il a fait son entrée ce mercredi matin dans le palais présidentiel. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly affichait la pleine forme. Au palais présidentiel, il a eu tout d'abord une séance de travail préparatoire avec le vice-président de la République avant de se rendre dans la salle du Conseil pour prendre part au Conseil des ministres. Je me tourne vers vous, M. Touré, vous qui l'avez côtoyé depuis son arrivée, comme tous les autres. Avez-vous eu le sentiment que le Premier ministre était véritablement guéri? Mais le Premier ministre est parti à Paris pour un contrôle médical. Il a dit lui-même à son arrivée, il y a eu un contrôle poussé qui aboutit donc à un repos. C'est un Premier ministre rayonnant que nous avons accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier a pu constater, puisque son arrivée a été quasiment retransmise donc en direct. Nous avions retrouvé notre Amadou Gon Coulibaly, qui a tenu un discours et qui a eu l'occasion donc de remercier les Ivoiriens et qui lui-même a affirmé qu'il revient en pleine forme pour reprendre sa place auprès du président. Nous avons retrouvé le même Premier ministre, je passe le contrôle de mes collègues en conseil de gouvernement, qui a animé les débats. Nous avons retrouvé le même Premier ministre en Conseil des ministres qui a fait l'économie de chaque communication devant le chef de l'État jusqu'à sa conclusion. Donc pour nous, rien n'avait changé. Alors, je voudrais m'intéresser à cette intuition féminine. Est-ce que vous n'avez pas eu de signe interpellatif depuis son arrivée il y a une semaine, Madame Camara? Vous savez, tous ici, nous étions très proches du Premier ministre. Et personnellement, c'est quelqu'un que je suivais de très très près. Et d'ailleurs, chaque fois que je sentais qu'il tirait un peu trop sur la corde, j'attirais son attention. Donc pour vous dire que nous avons toujours fait attention au Premier ministre, à sa santé. Moi, je l'ai non seulement vu à l'aéroport,
Mais j'ai eu la chance, avec le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui assurait l'intérim, de le voir à la maison. Il s'est exprimé devant nous, on a échangé pendant un moment, et à aucun moment on a senti que c'était quelqu'un qui n'était pas rétabli. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, je voudrais dire ici que le Premier ministre faisait très attention à sa santé. Il savait, effectivement, tout le monde le sait, qu'il avait une santé un peu fragile et c'est quelqu'un qui faisait beaucoup attention. À telle enseigne que lorsqu'il se sentait fatigué, même quand il avait une activité, soit il demandait au ministre d'État de le représenter, ou il demandait à un membre du gouvernement de le faire à sa place. Donc c'est quelqu'un qui ne badinait pas avec sa santé, donc qui ne se négligeait pas. Pour répondre à votre question, le Premier ministre à l'aéroport, on a vu quelqu'un arriver, bon, on pourrait dire convalescent, mais je vous assure, chez lui à la maison, comme ils l'ont dit, le mardi au conseil, le mercredi, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est quelqu'un qui était en pleine forme. Et pour terminer, je voudrais dire aussi que nous avons un président, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui justement ne joue pas avec la santé de ses collaborateurs. Quand vous dites au président de la République que vous avez de la grippe, la première question qu'il vous pose, est-ce que tu as vu un médecin? Si tu dis non, il dit, bon ben, tu vas voir un médecin ou alors tu vas au docteur Diaby. Donc si le président de la République s'était rendu compte que le Premier ministre n'était pas rétabli, le connaissant, il n'aurait pas autorisé le Premier ministre à reprendre du service. Donc pour vous dire que le Premier ministre, il sentait la forme, et vous l'avez vu là dans les images. Ce ne sont pas des photos, vous l'avez vu. Il était, en tout cas pour nous, il était en pleine forme. Madame Kofi, c'était une question collective. Vous n'avez pas... Il n'y a pas eu quelque chose qui ait trahi vraiment la santé du Premier ministre que vous avez perçu? Je vais commencer par une petite anecdote que tous ceux qui sont dans le fond, là, en conseil de gouvernement, lorsque le Premier ministre fait son tour, quand il arrive pour le début du conseil de gouvernement, nous sommes un groupe là, qui sommes dans le fond, et je pense qu'ils peuvent tous témoigner que je le chahutais souvent, c'est le terme, parce que chaque fois qu'il arrivait à mon niveau, je le regardais et puis je dis attention, on dirait qu'il y a un peu de fatigue. Puis il rigolait, il dit ah vraiment ça c'est mon docteur ça. Donc à chaque fois je le chahutais comme ça et c'était vraiment bon enfant et tout, et c'est quelqu'un qui faisait très attention, comme l'a dit Candia tout à l'heure, à sa santé. Quand il est arrivé, moi je voulais vous dire, je suis pharmacien, j'ai eu la chance bien sûr d'être ministre en charge de la santé, le gouvernement donc de ce président Alassane Ouattara. Vous savez, le président est très très proche de ses collaborateurs. Et je ne crois pas, honnêtement, que s'il y avait quelque doute que ce soit concernant ce contrôle médical que le Premier ministre est allé faire, s'il y avait le moindre doute, venant même des médecins, le président de la République n'aurait jamais accepté que le Premier ministre revienne. Donc ça déjà, je pense qu'on a au moins cette assurance-là. Donc nous, quand on l'a vu avec beaucoup de plaisir. Et l'œil du service médical que j'avais et que j'ai, en tout cas, lorsqu'il est apparu à mon niveau, en tout cas, j'ai vu un homme en pleine forme, vraiment. Monsieur Adjoumani, toujours est-il qu'il était annoncé un mois avant, et il y a eu un mois supplémentaire. Alors, est-ce que finalement, vous avez eu effectivement le sentiment que c'était la guérison définitive? Une fois, j'étais dans le bureau de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, et je lui avais posé la question de savoir si le Premier ministre se portait bien. Il m'a rassuré qu'à Youmani, Amadou Gon se porte bien
et très bientôt, il sera des nôtres. J'étais tellement heureux ce jour-là. 5 jours avant son arrivée, j'ai eu le président de la République au téléphone. C'est lui qui m'a donné la date de l'arrivée du Premier ministre. Et il m'a même dit qu'actuellement, il fait une sorte de rééducation. Il monte au 4e étage, il en redescend et que vraiment, il se portait bien. Malheureusement, le jour de l'accueil, un de mes amis m'avait fait savoir qu'on n'allait pas organiser un accueil aussi chaleureux que quand il arrivait, il partait à la maison. Il y a les mesures barrières aussi. Donc, moi, j'ai profité de cet instant pour faire de la mobilisation dans le cadre de l'enrôlement qui se faisait au village. Et quand j'ai vu le monde à l'aéroport, j'ai appelé l'ami, j'ai dit, mais tu m'as trompé. Le président de la République lui-même s'est déplacé avec son épouse. J'aurais pu être là. Et il en a soufflé. Il a soufflé un mot au Premier ministre. Et aux environs de 21 heures, je vois mon téléphone sonner et c'est le numéro du Premier ministre. Vous savez ce qu'il m'a dit? L'éléphant du Zanzan. Parce qu'effectivement, il venait de suivre à la télévision que j'étais en train de mobiliser. Vous étiez en et tournée. où on avait fait des prières pour d'abord sa santé et autres. Il en était tellement marqué, il m'a appelé et dit l'éléphant du Zanzan. J'ai dit, ah oui, Dieu merci. Le lion de la forêt sacrée du Poro est arrivé. J'étais tellement heureux. Et hier, quand vous le voyez, même bien avant, lorsqu'il est allé la première fois au bureau, il a dit « au boulot ». Mais quelqu'un qui dit « au boulot » avec des gestes qui rassurent, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait connaître la mort. Et nous l'avons vu également hier, avant le Conseil des ministres, tendre la main pour dire « me voici », c'est ce qu'il disait. Alors, question spirituelle, est-ce que finalement vous êtes d'accord avec cette pensée commune qui dit qu'il est venu faire ses adieux? Bon, quelque part, hier, sincèrement, pendant que j'étais en train de pleurer, je disais que le Premier ministre nous a trompés, il nous a trahis. Il nous a donné l'impression qu'il était vraiment partant pour que nous gagnions ces élections. Mais voilà qu'il vient de nous trahir. Sincèrement, j'ai dû lâcher ces mots. Et quelque part, je me suis dit que les hommages qui ont été faits à l'occasion de son arrivée à l'aéroport, et lui-même, pendant qu'il était avec les agents de son cabinet, les propos qu'il a tenus me font croire qu'effectivement, quelque part, certainement c'était un adieu. Monsieur Bictogo, comment vous interprétez le fait que cette disparition intervienne au moment où l'espoir d'un rétablissement définitif était vivace? C'est un choc. Pour vous dire, quand j'ai eu la nouvelle à 13h15, 14h, j'ai dit que si je ne voyais pas Amadou, je ne pouvais pas survivre. Donc je me suis rendu à la Pisam pour voir le corps de mon frère. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Amadou était parti. Mais la souffrance, elle est forte, d'autant plus qu'autant que nous sommes ici. Toute la machine RHDP s'est battue pendant une année pour installer Amadou Gon dans la conscience collective, pour faire prendre conscience aux Ivoiriens de ses qualités d'homme d'État, d'homme humble, de grand homme. Et plus que jamais, partout en Côte d'Ivoire,
nous avons parcouru toutes les régions. La Côte d'Ivoire battait au rythme. Le cœur de la Côte d'Ivoire battait au rythme d'Amadougon. Même pendant ces 2 mois d'absence, on avait l'impression qu'Amadou était là. Vivre cette période et se lever ce matin de mercredi pour constater que la volonté de Dieu s'est abattue sur nous. Il n'y a que la foi. Mais celui qui aujourd'hui, pendant que nous parlons, souffre encore plus, pour qui nous demandons beaucoup de prières, c'est notre président Alassane Ouattara, son père, notre père à tous, notre poteau indicateur, le catalyseur de nos ambitions. Mais quand on l'a regardé tous, avec le recul aujourd'hui, on se rend compte qu'à chacun de nous, un message était passé, à chacun de nous. À Korogo, ville d'origine du Premier ministre dans le Grand Nord, tout comme partout d'ailleurs, la consternation est totale. Notre correspondante Ami Sissoko est allée recueillir les sentiments de parents et autres citoyens malgré la douleur. Nous les écoutons. Je l'ai d'abord appris par un coup de fil que l'une de mes grandes sœurs, qui m'appelle rarement, m'a adressé en début d'après-midi. Elle n'a pas voulu aller plus loin. Elle m'a juste posé la question de savoir ce que j'avais appris. Je lui ai demandé, tu as appris quoi? Elle a coupé la communication. Par la suite, j'ai reçu un appel de ma première fille qui travaille à Abidjan, qui m'a posé la même question. Après, c'était la petite sœur de mon épouse qui m'a dit que ma voix était vive au téléphone comme si je ne savais rien. Je lui ai dit, je ne sais rien du tout. Et ça a continué comme ça, jusqu'à ce que un de mes amis m'appelle pour me dire de regarder la télé, il va y avoir une édition spéciale sur Amadougon. On l'a à peine allumé et puis le communiqué est en train de passer. C'est comme ça que je l'ai appris. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. La seule chose que je peux et que je dois faire, c'est être plus fort que tout le monde. Vous entendez? C'est ma fille qui pleure comme ça. Moi qui suis son père, je suis assis, je réponds à vos questions. Et c'est cette énergie-là qui doit me permettre de supporter le monde qui se rendra ici, aussi bien de Korogo que de partout en Côte d'Ivoire. Je me mets dans cette mouvance. Ma douleur est naturellement plus grande que celle de tout le monde. Mais je ne peux pas m'affaiblir parce que j'aurai besoin de renforcer tous ceux qui viendront ici. Pour l'instant, il n'y a aucune directive. J'ai appelé tous mes aînés, j'ai appelé certains de mes neveux. Personne n'a décroché. Mais il est évident que la famille va se réunir. Et au plan du protocole, nous le ferons en rapport avec les institutions de la République, en particulier avec la présidence de la République et la primature. C'est une nouvelle triste. En tant que père, en tant que parent, je ne crois pas. Quand tu perds ton enfant, tu ne le crois pas. C'est le même cas qui est sur moi. Mais tout qu'on fait, nous tous, on est dans les mains de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Ce que Dieu a vu et puis il a fait ça. On dit chez Dieu, il n'y a pas de mauvais. Mais je ne peux rien dire. Et je suis dépassé de cette mauvaise nouvelle. Je ne peux rien. Je remets seulement à Dieu. Madame Camara, quelle relation le Premier ministre entretenait-il avec ses parents? Vous savez, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly,
était très famille. D'abord, il avait un amour profond pour sa mère. Une très, très, très grande considération pour sa mère. Ensuite, c'était un mari très, très, très attentionné. Il adorait ses enfants, mais surtout, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était le ciment de la grande famille Gon Coulibaly. Au-delà même de cette grande famille Gon Coulibaly, je dirais même de tous les Sénoufos du Poro et même ceux de la diaspora. Il a réussi. Malgré son jeune âge, parce que il n'avait que 61 ans. Beaucoup de gens, et ça j'ouvre une parenthèse, pour dire que hier, j'ai ma fille qui me disait, mais maman, mais je pensais que le Premier ministre, tonton Amadou Gon Coulibaly, était beaucoup plus âgé que toi et surtout beaucoup plus âgé que papa. Alors que mon mari est de très loin plus âgé que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc, malgré son jeune âge, il a réussi à fédérer toute cette famille. Il a réussi à rassembler toute cette famille. Et à chacune de ses venues à Korogo, on le voyait bien. C'était non seulement les membres de sa famille, c'était tout Korogo, c'était tout le Poro, mais je vous assure, ses frères, sœurs, oncles et autres de la diaspora convergeaient vers Korogo parce que leur leader était là. Il était devenu un peu, je m'excuse de le dire, son oncle a parlé tout à l'heure, mais il était un peu comme un patriarche malgré son jeune âge. Mais il avait un respect profond pour ses aînés, pour ses oncles, ses tantes, le chef de canton, les autorités coutumières. Et surtout, c'était un homme qui avait certes, comme on le dit, la tête dans le modernisme, mais les pieds très ancrés dans la tradition. C'était un homme de la tradition, un homme de culture. Monsieur Bictogo, le Premier ministre était un homme très occupé, très chargé. Comment est-ce que dans une telle configuration, dans un tel contexte, on arrive à avoir une vie de famille pleine? Le Premier ministre, on peut le dire aujourd'hui même avec tristesse, s'est privé de tous les plaisirs. Il n'avait que pour raison de vivre le travail bien fait. Il ne vivait que pour le travail et il ne vivait que pour les autres. Le Premier ministre avait que de l'amour pour sa famille et sa famille le lui rendait bien. Malgré toutes ses occupations, avant de se coucher, Amadou allait appeler son dernier, Ibou. Il parle avec Ibou. Il finit de parler avec Ibou, il parle avec Nabou. Il finit de parler avec Nabou, il parle avec Noura. Il finit de parler avec Noura, il parle avec Papa. Il finit de parler avec Papa, il parle avec Feti. Il parlait avec chacun de ses enfants avant de se coucher. Il était d'un paternalisme. Parce que Amadou, ils sont tous là, était d'une humilité débordante. Il n'avait pour lui, le matériel ne valait que pour produire, que pour le travail. Il n'accordait aucun intérêt à ce matériel. Donc la famille était tout pour lui. Souvent, je le taquinais, je dis, mais on rigolait, il me dit, tu sais, il y a des moments, c'est vrai, on parle des grands dossiers de Washington, mais tu sais, j'aimerais bien quand même, quand j'arrive à Korogo, j'aime bien ça quand même. Tu sais, j'aime bien. J'arrive là, non, Big, vraiment, je me sens bien quand même à Korogo. Aller à Assini, moi j'irai à Korogo. Donc, il avait pour lui, c'était sa vie. Mais il trouvait le temps. Pendant cette période de travail, Amadou allait trouver le temps, il dit, quand il n'y a pas, ça va déjeuner. Tout retrouve-moi à telle heure, on va faire.
Raymond passe. Adjumani, il avait le temps pour chacun, malgré ce temps débordant. Mais celle qui aujourd'hui, et je pleurais à ses pieds ce matin, c'est sa maman. Amadou dormait avec sa maman. Sa maman. C'est-à-dire que on arrive de voyage à 20h. Amadou va d'abord chez sa maman. Il prend la bénédiction de sa mère avant d'aller dormir. Le Premier ministre Amadou n'est jamais allé à un conseil de gouvernement, un conseil ministre, sans aller d'abord dire bonjour à sa mère. Et hier matin, il allait dire bonjour à sa mère. Il n'a pas pris le temps de s'asseoir. Il a dit, maman, aujourd'hui je reviens l'après-midi. J'ai quelques dossiers. D'habitude, il cause longtemps. Mais cette fois, maman, comme tu vas bien, je reviens cet après-midi. Donc, c'est un homme très famille. Il avait, M. Adjumani, une relation forte avec sa mère. Il a même évoqué, lorsqu'il est revenu le 2 juillet dernier, à l'aéroport, parlant du rôle que le chef de l'État a joué entre sa famille, sa mère donc, et lui. Effectivement, à entendre parler M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de ses parents, on se rend bien compte qu'il y avait des relations vraiment filiales entre lui et les membres de sa famille. Vous savez, il est très difficile pour moi d'en parler parce que je ne l'ai pas côtoyé dans ce sens. Mais je ne peux que faire une transposition de comportement. Parce que quand il est avec nous, de la même façon qu'il se comporte, je me dis que c'est de la même manière qu'il le fait pour ses parents. Et un ami me disait hier que quand le Premier ministre l'appelle, la première des choses qu'il demande, c'est de savoir si ses enfants se portent bien, si sa femme se porte bien, en tout cas si tous les membres de sa famille se portent bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est préoccupé par la vie de famille de ses collaborateurs. Et cela est important. Alors une personne qui se comporte de cette façon, cela veut dire qu'il entretient de bonnes relations avec sa famille. Et là-dessus, nous sommes intraitables. Il le fait si bien. Un témoignage sur la question, oui. Madame? Oui, c'est vrai que je n'ai pas l'historique, le même historique que Kandia et le directeur exécutif, mais nous avions je retrouvais une fois à l'aéroport le Premier ministre, on m'a appris que le Premier ministre voyageait. Donc c'était les A380 là. Puis on monte dans l'avion et effectivement, on me dit que la maman du Premier ministre également est dans l'avion. Et puis je regarde et je vois le Premier ministre en classe affaires avec sa maman. Puis je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'y avait pas eu de place en première classe. Donc c'est peut-être ça la raison pour laquelle il est là. Sa garde rapprochée m'a dit, ah non, non, non. Que comme sa mère est en classe affaires, il est resté volontairement lui-même en classe affaires pour rester à côté de sa mère. Vous voyez, malgré son statut, il avait la possibilité, il y avait de la place. D'ailleurs, ce jour-là, en première classe, même, il y avait de la place. Mais vous voyez, ça m'a marqué cela. Je n'ai pas réellement connu ce volet familial, mais vous savez, il y a des choses comme ça qui vous interpellent et qui vous font imaginer, n'est-ce pas, à quel point le Premier ministre vouait un amour filial incroyable à sa mère. Et nous avons eu comme ça des exemples souvent, mais ce jour-là, j'ai été particulièrement marquée par cette humilité, par cette volonté de rester à côté de sa mère pendant le voyage, avec d'autres personnes de sa suite, mais sa garde rapprochée m'a dit non, 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 c'est parce qu'il est avec sa maman qu'il est là. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Ministre Touré, vous avez certainement une anecdote concernant cet aspect de la vie du Premier ministre.
Non, si je voulais ajouter quelque chose, c'est pour compléter tout ce qui a été dit. Il avait aussi un père, son deuxième père, qui était le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre a perdu son père en 1990. Il a dit lui-même à l'aéroport, il se plaisait donc de nous le dire lorsqu'on se retrouvait avec lui, lorsqu'on échangeait, que sa rencontre avec le président Ouattara intervient au moment où son père biologique décède. Et il considérait Alassane Ouattara comme son père. Donc pour moi, il y avait deux piliers essentiels. Il y avait sa mère, il y avait son père qui était donc le président Ouattara, il y avait ses frères et sœurs, et c'est tout cet amour qui lui était renvoyé tous les jours qui lui a permis véritablement de traverser beaucoup d'épreuves. Je peux faire un témoignage. Moi, j'ai eu l'occasion, je peux dire le privilège, quand il a été opéré en 2012-2013, j'étais de passage à Paris, donc j'essaie de l'appeler, je tombe sur son épouse. Et dès qu'il sait que c'est moi qui suis au bout du fil, il demande que je vienne donc à l'hôpital. J'étais loin d'imaginer qu'il venait de subir une opération. Donc je vais le voir, je suis surpris donc de le voir donc dans sa chambre, dans sa blouse. Il venait donc de subir donc l'opération. Et il me relate, puisque nous étions ses collaborateurs à la présidence, nous étions un certain nombre qui étaient donc ses conseillers. Il avait été donc transféré en France. On était loin d'imaginer que sa situation était aussi critique et qu'il allait subir une transplantation. Et c'est là qu'il me relate un peu comment tout ça s'est passé. Et le rôle important que son père Alassane Ouattara a joué. Il me dit, Touré, tu sais, quand je devais aller à l'opération, les médecins ont diagnostiqué du 50-50. On me faisait la transplantation. Soit je vivais ou je mourais. Et celui qui a pris la décision de me faire transplanter, c'est le président Alassane Ouattara, qui m'a eu au téléphone et qui m'a dit, Amadou, j'ai réfléchi, j'ai décidé, tu seras opéré. Mais tu ne mourras pas, Amadou. Tu ne mourras pas et tu sais que tu peux me faire confiance. Et pendant qu'il me parlait, il pleurait. Pendant qu'il me parlait, il pleurait. Il m'a dit ensuite, le président a informé sa maman de sa décision donc de... il a considéré que la seconde vie qu'il a eue, parce qu'il considérait après son opération qu'il a eu une seconde vie. Et il a dit à Korogolo de cette seconde vie du chef de l'État qu'il lui devait la vie. Et cette seconde vie, il la devait à son père qui était donc le président Alassane Ouattara. Donc pour résumer, il y a sa mère très très importante, son père, son deuxième père, le président Alassane Ouattara, ses frères et sœurs, cousins, ses enfants. Et c'est tout ça qui a permis au Premier ministre, qui est un humain comme nous, qui a traversé des épreuves. Mais c'est tout cet amour qui l'entourait qui lui a permis donc de traverser toutes les épreuves. Bien. Je vous invite maintenant à suivre ces témoignages d'autorité qui expriment leurs sentiments à la suite du décès du Premier ministre, à propos recueillis par Patricia Oumou et Franck Kouadio. Je voudrais dire que c'est un grand homme. Je le confiais au président de la République à qui je présente mes condoléances en même temps que la famille biologique et notre grande famille politique. Je disais au président de la République que j'avais connu Amadou Gon jusqu'à ce que je sorte du gouvernement en 2016. Et à mon retour en 2018 au sein du gouvernement, j'ai découvert un Premier ministre compétent qui connaissait les dossiers, un homme de dossier. J'ai retenu également de lui son humilité. Quelquefois, les apparences sont trompeuses, mais le Premier ministre Amadou Gon et moi, on s'est toujours tutoyés. Et j'ai donc observé que malgré qu'il ait la qualité de Premier ministre, nous continuons de le faire, sauf dans les séances publiques. Ça aussi, c'est des qualités humaines que tout le monde n'a pas. Je voudrais donc ici saluer ce grand homme, m'incliner devant sa mémoire, prier pour le repos de son âme. C'est quelqu'un de très humain, très pieux et travailleur. J'étais assez proche de lui. Je le voyais souvent et il y avait une fraternité entre lui et moi. Donc je suis
vraiment triste de ce départ brusque. Oui, c'est une grande perte. C'était, je disais récemment à quelqu'un que c'était, dans le contexte actuel, le mieux placé pour assumer ses fonctions de président de la République. Vous savez que aujourd'hui, je suis l'un des doyens des cadres de la région du Poro. À 80 ans, j'ai connu le jeune Amadou, élève. J'étais souvent chez son père, qui était député à l'Assemblée nationale, vous le savez, et je le voyais, le jeune élève qui devenait après collégien, etc., et qui a fait de bonnes études, qui l'ont conduit au BNET en tant que cadre, technocrate, compétent, travailleur. Déjà à cette époque, on disait de lui que c'était un enfant sérieux et travailleur. Ensuite, il s'est retrouvé, comme vous le savez, à des postes très prenants. Le BNET, c'était les ingénieurs qui s'occupaient des grands travaux de notre pays, depuis le président Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant. Et ensuite, secrétaire général à la présidence, ce n'est pas un poste de repos, c'est un poste de prenant, de travail. Premier ministre, ce sont encore là des dossiers importants, des dossiers sérieux. Et donc, il a eu des étapes de travail, doublées de politique. Son père était un homme politique, puisqu'il était député. Il a été piqué par ce virus de la politique. Donc, depuis le RDR, dont il est l'un des fondateurs et l'un des animateurs principaux, on le sait. Je crois que tout cela fait de l'homme quelqu'un d'avenir. Nous n'avons pas été surpris que le président Alassane Ouattara l'ait choisi pour représenter son parti aux prochaines élections présidentielles. J'ai suivi toutes les étapes de son évolution depuis Paris jusqu'à Abidjan, jusqu'à ce que Dieu fasse son œuvre hier seulement. J'ai été touché, profondément touché par le décès de cet illustre personnage qui est un homme exemplaire. La douleur est telle que quand c'est comme ça, il vaut mieux garder le silence. Cependant, je me souviens de 2 ou 3 choses. Quand nous avons créé le RJDP, j'étais le président régional du PDCI, Karamoko Yahiros du RDR. Les 2 structures faisaient le moteur du RJDP. À un moment, je ne savais pas bien le rapport entre lui et Yahiro. Un jour, je l'appelle, je dis, bon grand frère, je viens déjeuner chez toi. Il me dit, mais toi qui es PDCI, j'ai dit, on est ensemble désormais. Et on débarque, sans même que je lui dise que je venais avec Yahiro. Nous sommes venus. Il dit, hé, petit frère, tu es fort. C'est toi qui quittes le PDCI, maintenant vous venez nous réconcilier chez nous ici. Vous voyez bien le type de rapport qu'il y a entre nous. Et séance tenante. Si je vais raconter ces choses-là, eh bien je passerai toute la journée ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous nous sommes côtoyés. Je l'ai donc connu. La nation entière le pleure, moi aussi je le pleure. C'est vrai que la suite pour la politique, nous avons passé de longs moments sans nous revoir, mais je dois dire que je suis bouleversé, je suis peiné, et pour ne pas être long, je vais terminer par cette grande formule qui veut que les grandes douleurs soient muettes. Encore une fois, Yako à sa famille.
Monsieur Adjoumani, des témoignages poignants, technocrates, compétents, travailleurs, la classe politique est unanime sur les qualités du Premier ministre. Et nous en sommes très fiers. Vous savez, nous avons eu la chance de le côtoyer tous les jours. J'étais ministre de la production animale et des ressources halieutiques en 2002 et lui était ministre de l'Agriculture. Nous avons travaillé en parfaite symbiose. Et voyez-vous, quand on écoute ces témoignages, on ne peut qu'être heureux et fier de notre candidat, puisque tous ont reconnu sa vraie valeur. Mais ce qu'il faut retenir de ce personnage, c'est qu'il écoute beaucoup. Lorsque nous sommes en Conseil des ministres, il prend le soin d'écouter les uns les autres. Et à la fin du Conseil, il fait des synthèses extraordinaires. Si vous avez un texte en Conseil, dites-vous qu'avant d'arriver, le Premier ministre l'a déjà lu. On reviendra sur ces méthodes de travail. Alors, donc, c'est vous dire que c'est un homme compétent qui a travaillé aux côtés du président de la République pendant 30 ans. Et c'est pour cela que, unanimement, nous avons décidé d'en faire notre candidat. Madame Kofi, comment vous jugez son parcours politique? Le parcours politique du Premier ministre, écoutez, à la différence de mon frère Adjoumani, moi j'ai découvert réellement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly après mon entrée au gouvernement, donc en 2011. Mais là encore, je l'ai découvert surtout lorsqu'il était secrétaire général de la présidence. Et je veux me souvenir avec beaucoup d'émotion que le 12 mars, lors du grand conseil politique, où tous les militants du RHDP ont décidé de porter leur choix sur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour être le candidat à la candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020, j'ai fait un témoignage et j'ai dit ceci. Il est bon parfois de côtoyer, de s'approcher de certaines personnes. Elles peuvent paraître austères. Et à ce moment-là, on dit beaucoup de choses sur ces personnes. Mais lorsqu'on les approche, on se rend compte que c'est tout à fait le contraire et que ce sont des personnes de valeur, des personnes engagées. C'est le cas de Amadou Gon Coulibaly. Vous remarquerez que j'ai du mal à parler de Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au passé. Parce que pour moi, il est encore là, présent. C'est trop frais, voyez-vous, pour que j'intègre totalement qu'il soit parti. Mais c'est un homme engagé. Je retiens de son parcours politique un homme engagé qui vous donne envie de faire partie de ce grand creuset qu'est le RHDP. Et vous savez, nous qui venons du PDCI, comme on dit, puisque le RHDP, c'est le grand creuset où se sont retrouvés plusieurs partis politiques, nous qui avons décidé de rester au RHDP, je dois vous dire que moi, personnellement, j'ai beaucoup appris aux côtés du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en termes de politique. Monsieur Touré, on a vu le Premier ministre pendant son discours à l'aéroport d'une dizaine de minutes. On l'a vu le lundi reprendre le travail, encourager ses collaborateurs. Le mardi, tenir le conseil de gouvernement. On l'a vu hier participer à son dernier conseil des ministres. C'est quelqu'un qui est mort à la tâche. On peut le dire. Oui, il est mort à la tâche. Je pense que tout le monde l'a dit, tout le monde l'a constaté. Mais j'aimerais revenir quand même un peu sur son parcours politique. C'est vrai que la ministre Candia Camara et le ministre Bictogo font partie des compagnons donc du Premier ministre
depuis la création donc, de notre parti. Nous sommes une génération beaucoup plus jeune, mais j'ai eu l'opportunité de beaucoup échanger avec lui et d'apprendre auprès de lui. Et il a eu des occasions, il m'a relaté un peu son parcours depuis le MEEC, sa première rencontre avec le président Ouattara. Le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire? Oui, sa première rencontre avec le président Ouattara, puisqu'il avait intégré les grands travaux. Il travaillait d'ailleurs avec M. Séré Eiffel. Le président Ouattara était le président du comité interministériel. Et au cours donc, de séances de travail, tout de suite, le président Ouattara a décelé donc, au jeune Amadou Gon Coulibaly, qui avait 30-31 ans, certaines qualités et qui l'a amené donc, à le mettre auprès de lui. Alors, le témoignage que je voulais faire, c'est le déclic qu'il m'a expliqué un jour à Paris. Il m'a dit qu'un jour, après les élections législatives, le président Ouattara, qui était Premier ministre, donc, a fait l'arbitrage avec le président Houphouët-Boigny. Et je crois qu'il y avait des élections à reprendre dans certains endroits, notamment à Korogo. Et tout de suite, le président Houphouët-Boigny a demandé au président Ouattara, qui était à l'époque Premier ministre, que son choix se portait sur le jeune Amadou Gon Coulibaly pour être candidat donc, à la députation donc, de Korogo et être député. Il me dit que le président Ouattara est venu, donc l'a appelé à son bureau pour dire « Bon, écoute, je viens d'avoir un entretien avec le président Houphouët-Boigny. Et le président Houphouët a décidé que pour la reprise des élections à Korogo, tu seras le candidat, donc tu vas rentrer en politique, tu vas faire de la politique. » Il m'a dit qu'il a dit au président Ouattara que bon, il comprend très bien, avec tout le respect, mais vraiment, il préfère rester avec le président Ouattara, travailler avec lui. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, m'a-t-il dit. Donc, le président Ouattara prend son téléphone, appelle le président Houphouët-Boigny pour dire « Bon, monsieur le président, on a un problème avec le jeune homme, parce que bon, sur la proposition, il ne semble pas accéder. » Donc, finalement, il s'est retrouvé à la présidence avec le président Ouattara et le président Houphouët-Boigny, donc à 3. Et le président Houphouët qui revient sur l'historique de l'engagement de son arrière-grand-père jusqu'à son père, qui a été quand même un homme politique important, pour lui le motiver, donc accepter d'aller donc à ce poste électif de député, une sorte de continuité par rapport donc à ses parents. Et Amadou Gon Coulibaly a eu le courage devant le président Houphouët-Boigny, de dire au président Houphouët-Boigny que tout en respectant ce qu'il disait, mais il fait le choix d'Alassane Ouattara, il préfère rester avec le Premier ministre Alassane Ouattara et travailler. Et tout est parti de là. Donc, dans le deuxième pan donc, de sa carrière politique, c'était d'abord le choix d'un homme qui incarnait à ses yeux des valeurs. Lorsque le projet politique, et je pense que Mme la ministre Kandia et le ministre Bitoro pourront en parler un peu plus, il a été un élément central dans la création du parti. Toute la stratégie de maillage du territoire qu'on appelait l'opération Araignée a été conçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a été très jeune député en 1995, il avait 36 ans, mais il a été dans des conditions qu'on ne dit pas souvent, mais des conditions difficiles. Amadou Gon Coulibaly, à un moment donné, a dû affronter certains membres de sa famille à Korogo. Amadou Gon n'était pas le plus illustre parmi les Gon à Korogo. Il y avait les Lassine Gon, il y avait les Kassoum Coulibaly, etc. Mais en portant l'étiquette du parti, Amadou Gon, je peux dire en griffe, a terrassé toutes ces personnes et s'est positionné très vite, surtout après le départ d'Adama Champion, s'est positionné tout de suite, je parle d'Adama Coulibaly à Korogo. Oui. Donc sa carrière politique, pour ce qui m'a été relaté par lui-même, si son engagement dans les mouvements pro-PDCI a commencé avec le MEEC, mais au niveau donc du parti, c'est d'abord la rencontre avec un homme, le président Alassane Ouattara. Ensuite, sa grande contribution dans la création donc, du RHDP. Il a été vraiment inspirant pour nous autres. Et je peux vous dire, moi, en 2009-2010, il me reçoit un jour. Vous savez, on traverse tous souvent des moments d'incertitude où on se pose beaucoup de questions. Et il me dit, tu vois, j'avais ton âge lorsqu'on créait le RDR. En 1994, j'avais 35 ans. Et j'étais au plein de ma forme, on m'appelait le lion, etc. Et voici ce que j'ai pu faire avec les autres. Tu dois te battre, parce que j'avais ton âge quand j'avais ces responsabilités donc, au niveau donc, du RDR. Et pour l'avenir de notre pays, des jeunes comme vous devez accepter
de vous engager. Il n'y a aucune incompatibilité entre faire des études et puis s'engager politiquement. Pour moi, au-delà donc de l'activisme que j'avais, militant de base, etc., ça a été un déclic. Alors, d'où est venu, M. Bictogo, ce surnom de lion par rapport à ses activités politiques? Amadou, le président, je rencontre pour la première fois le président le 14 février 1994, à 11h30, et il appelle Amadou à midi. Je rencontre Amadou le 14 février à 12h30, et après cette rencontre, il me prend par la main, et c'était le début. Les étapes d'Amadou commencent en 1994, avec le bouillon de Kandia qui arrive le mois qui suit. C'est toutes nos réunions, on est tous, en avril 1994, on accompagne donc le président Alassane Ouattara au congrès du PDCI. Congrès donc qui se passe mal, et quand on ressort, le président nous reçoit à déjeuner. Nous étions tout jeunes, Ahmed, Ali, vraiment très jeunes à côté de... Et là, le président dit, bon, écoutez, allez voir Guéni, menez les réflexions, mais je pense que ça y est, c'est fini. Ce n'est plus possible que la démocratie prévale au sein du PDC. Donc à partir de ce moment-là, on va donc se retrouver autour de Guéni. Amadou était au Bénet, donc il venait le soir donner les orientations. C'était un peu le manager du groupe. Et nous, on était donc autour avec lui, avec Guéni, tous les soirs. C'était vraiment une tradition, un rituel. On se retrouvait tous les soirs avec Guéni, jusqu'à ce qu'on crée le parti en septembre. Et dès la création du parti, on est tous secrétaires nationaux, jeunes secrétaires nationaux, et c'est lui le chef de file. Naturellement, Amadou est apparu tout de suite, le chef de file, comme Kandia est apparu tout de suite, le chef de file des femmes. Donc, il tonnait. Quand il faisait ses discours, il tonnait. Et comme il tonnait, les jeunes l'ont surnommé, on l'a surnommé le lion. Il rugissait. Donc c'était vraiment... Et c'était vraiment... La fougue. La fougue. La fougue. Et je me souviens que à cette époque, lui, il avait la fougue. Et de temps en temps, nous, on essayait de temporiser. Moi, j'étais de l'école de celui qui parlait un peu avec tout le monde. Donc, mais dans sa fougue, je peux vous dire, tout à l'heure, en rentrant ici, Apia Cabran m'a appelé et je disais, mardi soir, Amadou cherche à te parler. Dans sa fougue, Amadou avait cette force de se lever au-dessus de la recherche de la justice pour parler avec tout le monde. Malgré tout, on parlait à l'IDA, c'était les périodes, on parlait à l'IDA, on parlait avec Apia Cabran, on parlait à tout le monde, on cherchait toujours des solutions. Mais il avait cette fougue jusqu'à ce que, un élément fort, quand en 1999, la direction du RDR est arrêtée, Amadou Gon ne fait pas partie de ceux qui sont arrêtés. Mais Amadou Gon se sacrifie parce que Henriette Diabaté est arrêtée. Il dit, si vous amenez Henriette Diabaté, alors je me rends et je l'accompagne. Quelle dignité, homme d'honneur. Et c'était ça, Amadou. Et donc, c'était non seulement l'homme qui rugissait, mais c'était un homme d'honneur. Et ça, c'est un moment très fort en 1999. D'accord. Les Ivoiriens sont donc nombreux à réagir. Ils sont de toute tranche d'âge, de toute couche sociale, de toute obédience politique. Mais avec la même reconnaissance, l'homme du devoir, suivant deux jeunes témoins. Il était le symbole de la loyauté. Vraiment, tout ce que je retiens, c'est la loyauté de l'homme envers son mentor, envers le président de la République. Et c'est un exemple pour nous, la jeune génération. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour le repos de son âme. Et je pense que les traces qu'il a laissées sont encore indélébiles. Et c'est à nous de pouvoir suivre ces traces-là. C'est quand même une personnalité vraiment assez remarquable.
Parce que même si je ne partage pas forcément le bord politique, c'est-à-dire son bord politique, le RHDP, il faut dire que ce n'est pas une perte seulement que pour le RHDP, le parti au pouvoir actuellement. C'est une perte pour la nation, parce qu'il était Premier ministre et il était vraiment un des dignes fils de ce pays. Et je pense que pour cela, on doit rendre un vraiment hommage à cet homme, parce que même Houphouët, à sa mort, ses opposants politiques ont reconnu qu'il était quelqu'un de bien. Donc je pense que c'est quelque chose vraiment à noter. La Côte d'Ivoire devait annoncer un deuil national en honneur de ce monsieur. Alors, parlant de deuil national, c'est une transition toute trouvée pour lire ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a signé ce jeudi 9 juillet 2020 le décret numéro 2020-564 portant déclaration d'un deuil national en raison du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ainsi, conformément à ce décret, un deuil national de 8 jours est déclaré du vendredi 10 au vendredi 17 juillet 2020. Pendant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Fait à Abidjan le 9 juillet 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi. Madame Kandia Camara, on a entendu ce jeune en dernière position parler de la vision de l'homme. C'est quelqu'un qui avait de la vision pour la jeunesse. Vous confirmez? Mais en plus même d'avoir de la vision, il était devenu un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Hier, au moment où on m'annonçait son malaise, je vous ai dit, j'ai eu plusieurs audiences. J'ai reçu des jeunes, à leur demande, qui étaient venus me dire qu'eux qui venaient de créer des comités dans une commune, qui se sont organisés. Ils ne font pas de la politique, mais ils se sont organisés pour figurer sur la liste électorale, donc pour se faire enrôler, pour faire enrôler leurs amis, parce qu'eux voudraient être au rendez-vous du 31 octobre, parce qu'aujourd'hui, ils ont de l'ambition. Aujourd'hui, le Premier ministre est un modèle, et avec le Premier ministre, ils se disent que finalement, les jeunes ont leur place aujourd'hui dans la vie politique. Donc, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est pendant que j'étais en conversation avec ces jeunes que j'ai reçu l'appel de mon collègue. Tout ça pour vous dire que, et d'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui, grâce au Premier ministre, évidemment sous la houlette de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, regardez aujourd'hui le nombre de jeunes cadres que nous avons à des postes de responsabilité. C'est incroyable. Vous prenez aujourd'hui les grandes structures, les grandes directions, vous regardez les hommes et les femmes qui dirigent ces structures-là, pour la plupart, ce sont des jeunes cadres formés en Côte d'Ivoire, bon, pour certains qui sont allés parfaire leur formation à l'étranger, mais qui occupent ces postes de responsabilité. Donc, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a réussi vraiment à tirer les jeunes vers le haut, parce qu'il représentait une jeunesse, il représentait un cadre hautement compétent, très compétent. Et d'ailleurs, je me plaisais, après certaines de ses activités, je me plaisais à m'approcher de lui et lui dire comme ça, qu'est-ce que tu es brillant, qu'est-ce que tu es brillant, Amadou. Et ça, tout le monde le lui reconnaît. Et d'ailleurs, quand je lis tous les témoignages, quand j'écoute tous les témoignages, tout le monde s'accorde à dire qu'il était un jeune très compétent, très brillant, gros travailleur, qui avait l'amour de son pays, qui donnait tout pour servir son pays. Et d'ailleurs, on l'a vu à la tête du gouvernement. Regardez le programme social du gouvernement. L'initiateur, certes, c'était le Premier ministre, c'est le Président de la République, Alassane Ouattara. Mais celui qui mettait en œuvre ce programme, c'est Amadou Gon Coulibaly. D'accord, Donc,
Vraiment, c'était un homme de vision, un homme de conviction. Et je voudrais, si vous me permettez, revenir un peu sur son parcours politique, parce que c'est important de le dire ici. On l'a dit, il a fait le mieux ici. Moi, je l'ai connu quand moi j'étais au CINESI, lui à la primature comme conseiller. Mais on s'est côtoyé un peu au PDCI. Mais au RDR, il a été membre du bureau politique, membre du comité central. Il a été secrétaire général délégué avec le professeur Arrête Dagri Diabaté, qui a été secrétaire général. Et puis ensuite... il est monté en grade. Ouais, il est monté en grade. Et tout cela, pas de façon complaisante. Et c'est ça aussi qui fait l'homme. Il a mérité tous les postes qu'il a occupés. Et c'est ça aussi qui fait qu'il est aujourd'hui un modèle pour la jeunesse ivoirienne, un modèle pour les jeunes cadres. C'est justement la question que je vais poser au ministre. En tant que ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, c'est un modèle finalement pour la jeunesse. Amadou. On a vu tout à l'heure dans l'élément que peut-être discrètement, les jeunes l'admiraient beaucoup. Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est un modèle pour nous autres. Je parle de mon exemple personnel, mais vous avez beaucoup de jeunes cadres aujourd'hui, comme Madame la ministre Kandia l'a dit, qui ont eu l'opportunité d'accéder à des responsabilités et qui n'ont même pas souvent eu l'opportunité d'accéder à des responsabilités, mais qui voient en son parcours un exemple. Vous savez, tout dépend de l'approche qu'on a de la politique. Ce que le Premier ministre m'a enseigné, c'est que la politique, et je pense qu'il le détient du président Ouattara, la politique est un moyen de servir les autres, de servir son pays. Lorsqu'on est jeune, on est fougueux, on est plein d'ambition. Ce qui m'a appris, c'est que c'est par la force du travail, c'est dans la patience que tout s'obtient. Le Premier ministre est un modèle. En 2015, après la présidentielle, puisque la base de notre engagement, ça a été d'abord le président Alassane Ouattara. Moi, j'estimais qu'après le premier mandat, donc le président Ouattara était dans une bonne dynamique. J'étais conseiller technique à la présidence. J'avais eu beaucoup d'activités politiques, présent sur les plateaux télé, en train de faire des débats, souvent en voyageant. Et je n'avais pas eu l'opportunité de me consacrer un peu plus à ma famille. Et j'étais en pleine interrogation. Je suis allé voir son bureau en 2015, novembre 2015. Et je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de la présidence, cher grand frère, c'est très bien qu'Alassane Ouattara a été la base de mon engagement, le président Alassane Ouattara. Là, je pense qu'après sa réélection, le second mandat, j'étais loin d'imaginer qu'on aurait toutes les turbulences avec le PDCI de Bédia après. Et nous étions donc dans cette dynamique. Et donc, je voulais me mettre un peu en retrait de la politique, me concentrer sur mes dossiers techniques à la présidence, m'organiser pour consacrer un peu plus de temps à ma famille. Et je lui ai dit ce jour-là que l'engagement que j'ai eu pour le président Ouattara, qui était un engagement volontaire, avec tout ce que j'ai eu comme péripéties, échapper 3 fois à la mort, avoir le pied fracturé, que j'ai connu l'exil, etc. Je ne regrettais pas parce que avoir eu l'opportunité de travailler auprès du président Ouattara et avoir été témoin direct ou indirect de toutes ces réalisations, j'estimais aujourd'hui que le deuxième mandat étant lancé, je pouvais donc me concentrer donc, sur le travail donc, à la présidence et moins en politique. Et que la seule personne pour qui je serais prêt à avoir le même niveau d'engagement, j'étais loin d'imaginer qu'il serait candidat à une élection présidentielle, la seule personne pour qui j'aurais pu avoir le même niveau d'engagement, avec le même niveau de risque, ce serait lui si un jour il est candidat à une élection présidentielle. Je l'ai fait parce qu'Amadou Gon Coulibaly nous réconcilie avec nos valeurs. Nous, on a connu le président Ouattara de loin, comme beaucoup de jeunes. On a travaillé le président Ouattara à travers ce que les cadres qui le côtoient au quotidien ont dit de lui. On a admiré le président Ouattara à travers ce qui a été dit de lui, de toutes les valeurs qu'il incarnait. Mais toutes ces valeurs, moi, je les ai retrouvées en Amadou Gon Coulibaly en le côtoyant au quotidien. D'accord. Et donc, voilà comment il a pu être un modèle pour moi, mais pour Jean-Louis Moulot, pour d'autres personnes. Alors, je termine rapidement. Très rapidement. Il y a 2 semaines, une vingtaine de minutes. des jeunes plus jeunes que nous
ont créé un mouvement qu'ils appellent J'y crois. C'est des jeunes qui ont entre 20 ans et 35 ans. Ils croient à la Côte d'Ivoire, ils croient à la réconciliation, ils croient au développement. Et ils ont décidé de prendre Amadou Gon comme leur modèle, celui qui allait incarner un peu toutes les expériences. Et j'étais en réunion avec eux quand le Premier ministre m'a appelé de Paris, puisqu'il appelait régulièrement pour voir un peu l'évolution de la situation politique, et notamment dans ma région à Daloa. Et j'ai informé le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, je sais une trentaine de jeunes qui mettent en place un mouvement et qui ont décidé, ils sont de toutes les régions donc, de notre pays. Ce sont des jeunes qui sont, malgré leur jeune âge, 20 ans, 35 ans, mais qui ont de grandes responsabilités dans l'administration publique ou dans le secteur privé et qui l'ont choisi délibérément, mais à partir donc, de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont constaté comme valeur qu'il incarnait. Il a été un modèle pour nous, donc les Quadras. Beaucoup de jeunes Quadras de ma génération, après Alassane Ouattara, c'est vraiment Amadou Gon Coulibaly. Et c'est pour ça qu'il y a cet acharnement sur le terrain à travailler. Et malheureusement, nous sommes bloqués dans notre élan parce que l'idée, c'était donc de le porter le plus haut. Mais il y a plus jeunes que nous qui trouve aussi à Amadou Gon Coulibaly un exemple achevé. Et l'élément que nous avons vu en témoigne. Dernier élément filmé, le parcours de l'homme de devoir, surtout sa trajectoire de Premier ministre depuis sa nomination en janvier 2017. Vous le verrez, il a retroussé les manches pour faire face à tous les défis de développement. C'est signé Herman Guivet. Le 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly vient d'être nommé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il occupait, avant cette nomination, le poste de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il entre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme premier chef du gouvernement de la Troisième République. Ses pouvoirs seront d'ailleurs renforcés par l'attribution du budget du portefeuille de l'État à un premier ministre de tous les terrains, de tous les combats, qui ne ménagera aucun effort pour apporter sa pierre à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, axée sur des défis importants, tant nationaux qu'internationaux. Ce faisant, l'architecte d'une politique sociale inspirée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, il n'hésitait pas à aller au front pour impulser cette dynamique à ses proches collaborateurs, qui salueront d'ailleurs avec verve et enthousiasme son retour au pays après presque 2 mois hors de la Côte d'Ivoire. Un Premier ministre qui savait casser les codes pour se fondre dans la masse, afin de toucher du doigt les réalités de ses concitoyens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, l'homme de terrain qu'il était ne ménageait aucun effort pour s'imprégner du vécu des populations. Son engagement sans précédent à faire de la politique sociale et économique prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara un véritable succès lui auront d'ailleurs valu le surnom de Lion. Celui qui n'abandonne jamais sans s'assurer que le travail a été bien fait, bien accompli. Des missions conduites aux 4 coins du monde pour faire rayonner la Côte d'Ivoire. Un don de soi qui ne peut souffrir d'aucune contestation. La Côte d'Ivoire ne perd pas seulement un Premier ministre, elle perd un homme d'État, un homme de devoir. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Un homme de devoir, Monsieur Adjoumani, il avait certainement une philosophie de gestion des affaires publiques. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Amadou Gon Coulibaly n'est pas seulement pour nous un Premier ministre, c'est un grand frère qui sait se mettre au service des autres et surtout de la collectivité. Vous le voyez à travers ces images, un peu partout. Voyez-vous, je disais que nous avons eu la chance, moi j'étais député en 1995 avec lui, jusqu'à maintenant je le suis. Je l'ai vu ministre, secrétaire général de la présidence et aujourd'hui Premier ministre pendant 3 ans. Mais jamais il n'a élevé le ton contre un de ses ministres. Il n'a jamais frustré un seul ministre. Tellement il est en symbiose avec ses collaborateurs. Vous savez, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Et nous en souffrons énormément. D'accord. Il est à l'image du président de la République, Alassane Ouattara, puisqu'il a appris auprès de lui pendant 30 ans, comme je le disais.
C'est un monsieur qui a un esprit de synthèse. Même pendant la médiation, le dialogue politique avec les autres, il écoutait les uns les autres. Et à la fin, il faisait des synthèses bien appropriées. Ceux d'en face, vraiment, étaient surpris de découvrir un homme jovial, un homme... C'est un humaniste, c'est quelqu'un qui est vraiment humain. Et au-delà de son humanisme, c'est un bosseur. Alors, il faut le saluer. Chef d'équipe aura-t-il été, Madame Kofi? Toujours à l'écoute de ses collaborateurs, une grande capacité d'écoute. Et puis, une chose extraordinaire qu'il avait, c'est que chacun a une histoire avec lui. Chaque membre du gouvernement a une histoire de vie avec Amadou Gon Coulibaly. Quelles étaient ses relations avec ses collaborateurs? Alors, moi particulièrement, je dois dire que j'ai bénéficié de beaucoup d'écoute, puisque, comme je vous disais, c'était une nouvelle personne pour moi que je rencontrais, une personne sur laquelle on avait dit beaucoup de choses. Donc, je découvrais un autre homme, avec quelqu'un qui avait une capacité, comme l'a dit tout à l'heure, une capacité de synthèse des dossiers extraordinaire. Vous savez, la formation qu'on acquiert au sein d'un gouvernement dépend réellement du chef. C'est-à-dire la façon dont le chef va vous conduire à l'analyse des dossiers. À ce moment-là, vous vous rendez compte que vous évoluez, alors vous n'évoluez pas. Avec Amadou Gon Coulibaly, moi je le disais tout à l'heure, j'ai énormément appris. C'est un chef d'équipe, c'était une famille. Nous sommes une famille au sein du gouvernement. Les bons moments, les mauvais moments, il était toujours là à l'écoute. Vous pouvez l'appeler, demander à le rencontrer. Vous l'appelez directement, vous l'appelez par son secrétariat. Il vous rappellera toujours pour vous donner le rendez-vous que vous souhaitez. Question collective, on a juste 2 minutes. Est-ce que vous n'aviez pas eu à certains moments des réserves sur le comportement de l'homme? Jamais. Moi, jamais. Monsieur Bictogo? Amadou Gon est un homme déjà très réservé, naturellement. Donc, il est homme réservé, très observateur. Quand on ne le connaît pas, vous déjeunez avec Amadou Gon, vous rigolez. Vous passez la porte, lorsque vous rentrez dans le contexte du travail, vous avez un autre homme. Il rentre dans l'objectivité du travail, il prend la posture du travail, il devient austère. Ça, c'est l'homme Amadou Gon. Mais derrière, c'est un agneau, c'est un cœur. Voilà comment il dirigeait. C'est-à-dire, c'est l'humanisme accompagné de dextérité. Quelqu'un d'autre? Pas de réserve? Non, moi, oui. Non, moi, personnellement, je n'ai pas de réserve. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au gouvernement, c'était le Premier ministre et c'était la ministre. Sur le terrain politique, j'étais la pérée nationale. Lui, je l'appelais le lion. Et en famille, il m'appelait Badé, je l'appelais Badé, c'est-à-dire mon frère, ma sœur. D'accord. Tout ça pour dire que c'était, comme ils l'ont dit, c'était un humaniste. Et il était très, très, très attentionné. Et il prodiguait beaucoup de conseils, en tout cas en ce qui me concerne. Vraiment, il était un conseiller. Il était un patron, donc c'était mon patron. C'était mon frère, c'était mon ami, c'était mon conseiller. Et c'est ce que vous avez démontré tout au long de cette émission. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était aussi le candidat du Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix après sa disparition. À quoi faut-il s'attendre, M. Bitkoro? Mais, vous savez, nous avons... D'abord, il demeure le candidat spirituel de notre parti, malgré sa disparition. Aujourd'hui, pour l'heure, nous pleurons sa disparition. C'est ça qui est notre grande préoccupation. Mais vous savez, le RHDP est un grand parti, composé de dirigeants de haut vol, avec un grand président, ayant le sens de la responsabilité. Et le sens de la responsabilité nous commande et impose qu'à un moment donné,
Parce que nous portons l'espoir de millions d'Ivoiriens qui croient en nous, qui croient en président, qui ont cru en Madougon. Nous avons le devoir de porter sa mémoire, mais surtout de poursuivre son œuvre. L'œuvre pour laquelle il se battait, c'était comme il a dit à l'arrivée, je suis venu aux côtés du président Alassane Ouattara pour poursuivre ton œuvre en gagnant les présidentielles de 2020. Alors, vous le disiez, l'heure est aux émotions, aux hommages, mais l'autre hommage serait de lui trouver un successeur à la hauteur de ce qu'il a été. Pour l'heure, nous ne pouvons pas parler de successeur. Nous sommes dans le deuil. Nous sommes un parti organisé. Nous avons un chef. Ce chef-là s'appelle Alassane Ouattara. Il veille au grain. Au moment venu, il va trouver la solution à tous nos problèmes. Ne l'appelle-t-on pas à d'autres solutions? Donc, ne soyez pas pressés. Nous serons prêts. Pas de calendrier sur les obsèques pour le moment? Bon, je crois que la semaine qui s'ouvre, c'est le calendrier, ça a démarré. Ça a démarré, les prières ont commencé aujourd'hui. C'est dommage, nous sommes à la fin de cette émission consacrée au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci à vous, chers invités, merci à vous de nous avoir suivis. L'histoire retiendra sa loyauté, l'histoire retiendra son sens du devoir et son acharnement au travail bien fait. L'histoire retiendra sa détermination et sa bravoure. Une page de l'histoire de la Côte d'Ivoire vient de se fermer. Puisse le Seigneur l'accueillir dans son royaume. Bonsoir.